Un juge se moque d'un homme qui bégait au tribunal, mais sa déclaration finale puissante et bien écrite renverse instantanément la situation. Daniel Carter inspira profondément avant de pénétrer dans la grande salle d'audience lambrissée de bois, sa serviette en cuir serrée fermement dans sa main. L'air à l'intérieur était lourd, chargé de l'odeur du chêne poli et du poids inexprimé d'un verdict déjà rendu. Le murmure sourd des conversations résonnait dans les hauts plafonds, seulement interrompu par le claquement lointain d'un marteau provenant d'une autre salle. Il redressa les épaules, s'efforçant de dégager de la confiance, mais il savait que la bataille à venir serait brutale. Le juge Everett Henshaw était assis haut sur le banc, le regard froid et amusé, comme s'il assistait à un match dont il connaissait déjà l'issue. Sa robe était repassée à la perfection, la balance dorée de la justice gravée derrière lui, un arrière-plan ironique du type de salle d'audience qu'il présidait, une salle où le pouvoir et non les preuves dictaient la vérité. À la table des accusés, Lucas Reed était assis raide, ses doigts tremblants alors qu'il ajustait ses lunettes. Sa gorge se soulevait alors qu'il avalait difficilement, ses grands yeux effrayés parcourant la pièce. Il avait l'air d'un homme déjà condamné, quelqu'un qui comprenait que la tempête arrivait mais n'avait pas d'abri. Lucas avait passé des années comme comptable du gouvernement, traquant méticuleusement des fonds qui ne s'additionnaient jamais, jusqu'à ce qu'il découvre un réseau élaboré de comptes offshore illégaux, siphonnant des millions de dollars des programmes publics. Au lieu d'être récompensé pour sa diligence, il a été piégé, dépeint comme un fraudeur, et maintenant jugé pour des crimes qu'il avait essayé de révéler. L'absurdité pure et simple de tout cela était étouffante, mais Daniel savait que le système judiciaire n'était pas une question de vérité. Il était question de pouvoir, et pour l'instant, le pouvoir appartenait à ceux qui voulaient enterrer Lucas. Les lourdes portes au fond de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, et Malcolm Cross entra, dégageant une arrogance silencieuse. C'était un homme habitué à gagner, un prédateur dans un coûteux costume bleu marine. Ses yeux sombres balayaient la pièce, évaluant chaque détail comme un chasseur avant de tuer. Un sourire narquois apparut au coin de ses lèvres lorsqu'il croisa le regard de Daniel, une reconnaissance silencieuse de la bataille qui allait se dérouler. L'huissier rappela la séance à l'ordre, et le juge Henshaw ne perdit pas de temps. « Continuons », dit-il, la voix coupée, comme si ce procès n'était rien de plus qu'un inconvénient dans sa journée. Cross se leva, boutonnant sa veste avec une lenteur délibérée. Il se tourna vers Lucas, son sourire narquois s'approfondissant. « Monsieur Reed, auriez-vous l'amabilité de répondre à la question ?» Lucas déglutit difficilement. Sa pomme d'Adam vacilla, ses mains serrées en poing tremblant sur le bois poli. « Je n'ai pas fait ça. » Les premiers ricanements se répercutèrent dans la salle d'audience. Les jurés échangèrent des regards. Certains ricanaient, d'autres bougeaient mal à l'aise. Daniel serra la mâchoire, sentant la cruauté délibérée du moment. Cross avait choisi son attaque judicieusement. Il ne contestait pas les preuves. Il attaquait la perception. Cross poussa un soupir dramatique. « Prenez votre temps, » dit-il feignant la patience. « Je suis sûr que le jury aimerait entendre votre explication. » D'autres rires se répandirent dans l'auditoire. Daniel vit l'effet que cela produisait, la façon dont certains jurés détournèrent le regard, la façon dont d'autres se penchaient en arrière, le scepticisme s'installant. Il devait agir vite. Daniel se leva. « Objection, votre honneur. L'accusation humilie intentionnellement mon client dans le but de porter préjudice au jury. » Le juge Henshaw laissa échapper un rire sec, secouant la tête. « Décision annulée, monsieur Carter. » Si votre client est innocent, il devrait être capable de répondre à une question simple, vous ne pensez pas? D'autres rirent, calmes mais tranchants. Le juge venait d'autoriser le jury à considérer Lucas comme faible. Daniel se força à s'asseoir, son pouls battant à tout rompre dans ses oreilles. Il s'y attendait. Henshaw était connu pour se ranger du côté des puissants, et ce procès n'était rien d'autre qu'une performance, un spectacle destiné à détruire la crédibilité de Lucas avant même que les preuves ne soient prises en compte. Les preuves fabriquées par l'accusation étaient accablantes. Relevés bancaires falsifiés, emails falsifiés et défilés de témoins experts soigneusement sélectionnés pour dépeindre Lucas comme un cerveau criminel.
Il était clair que des forces puissantes voulaient le faire taire. La seule question était de savoir jusqu'où elles étaient prêtes à aller pour y parvenir. Alors que le procès se poursuivait, Daniel prenait des notes méticuleuses, planifiant déjà sa prochaine action. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent à nouveau et un homme se glissa à l'intérieur, s'attardant à l'arrière. Il portait un costume sombre, ses cheveux argentés lissés en arrière, son visage soigneusement neutre. Daniel le reconnut instantanément, Joseph Calloway, un réparateur d'entreprise connu pour faire disparaître les problèmes. Sa présence dans ce procès ne signifiait qu'une chose. Quelqu'un de très puissant l'observait. Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Daniel. Il se tourna vers Cross, qui continuait à faire pression sur Lucas, le martelant d'accusations déguisé en questions. Mais maintenant, Daniel voyait quelque chose de différent. Cross ne faisait pas que poursuivre. Il jouait un rôle dans quelque chose de bien plus grand. Il jeta un coup d'œil au jury. Certains étaient déjà convaincus de la culpabilité de Lucas. D'autres étaient indécis. Et puis, il y en avait une femme d'une 50aine d'années, le regard perçant, les bras croisés, qui observait l'accusation avec quelque chose qui ressemblait à de la suspicion. Elle n'était pas encore convaincue. C'était quelque chose. Puis, un autre changement. Un greffier s'approcha du juge et lui tendit une note. Henshaw la lut, son visage ne trahissant rien, mais Daniel perçut quelque chose sous la surface. De l'agacement, de l'inquiétude. Puis le juge s'éclaircit la gorge. « Nous allons faire une pause. Le tribunal reprendra dans 30 minutes. » Ce n'était pas prévu. Quelque chose venait de perturber le spectacle. Alors que la salle d'audience se vidait, Daniel sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Il le sortit, le cœur battant à tout rompre en lisant le message d'un numéro inconnu. « Vous vous approchez trop. Abandonnez l'affaire. » Daniel expira lentement. Il remit le téléphone dans sa poche et tourna les yeux vers le fond de la salle. Joseph Calloway était parti. Ce n'était pas seulement une bataille juridique, c'était une guerre. Et maintenant, il savait à quel point ses ennemis étaient prêts à se montrer dangereux. En se retournant vers Lucas, toujours pâle et secoué, il fit un vœu silencieux. S'ils pensaient qu'il allait jouer selon leurs règles, ils avaient tort. Plus tard dans la soirée, Daniel Carter était assis, penché sur le bureau, encombré de son bureau, la faible lueur d'une seule lampe de bureau, projetant de longues ombres à travers la pièce. Sa cravate était desserrée. Ses manches retroussées et la montagne toujours croissante de dossiers l'entouraient comme les murs d'une forteresse. L'orage à l'extérieur s'était transformé en une averse régulière, la pluie ruisselant sur la vitre de la grande fenêtre derrière lui. Le tapotement rythmique contre la vitre reflétait le battement agité de ses doigts sur la surface en bois de son bureau. L'épreuve contre Lucas Reed était hermétique, trop hermétique. Chaque relevé bancaire, chaque email, chaque dossier financier le dépeignait comme le cerveau d'une fraude élaborée. La précision de la fabrication fit tourner l'estomac de Daniel. Quelqu'un aux ressources considérables avait orchestré tout cela, s'assurant que même le juré le plus sceptique verrait Lucas coupable. Quiconque était derrière tout ça ne cherchait pas seulement à piéger son client. Il effaçait complètement la vérité. Son téléphone vibra contre le bureau. Il le saisit et répondit sans plaisanterie. « Dites-moi que vous avez quelque chose. » Ethan Graves, son enquêteur de longue date, émit un sifflement bas. « Oh, j'ai quelque chose, c'est sûr. Cette affaire est plus sale que je ne le pensais. » Daniel se redressa sur sa chaise. « Allez-y. » « J'ai enquêté sur Richard Vance, le témoin clé de l'accusation. Le type a fait passer de l'argent par une société écran pendant des années. Et devinez quoi? Cette même société écran a reçu un gros virement quelques semaines seulement avant l'arrestation de Lucas. » Daniel resserra son emprise sur le téléphone. « Et j'ai retracé un autre dépôt, » dit Ethan, sa voix s'assombrissant. « Celui-ci a été versé directement à un fonds fiduciaire privé. Devinez à qui appartient le nom qui y figure ?» L'estomac de Daniel se tordit. Il le savait déjà avant qu'Ethan ne prononce le nom. « Juge Henshaw. » Une vague écœurante de prise de conscience s'abattit sur lui. Le juge n'était pas seulement partial, il était acheté. Tout le procès avait été une farce depuis le début. Un spectacle de marionnettes avec Henshaw tirant les ficelles au nom de ceux qui voulaient enterrer Lucas. « Ce n'est pas seulement à propos de Lucas, » continua Ethan. « C'est une question de pouvoir.
Quiconque est derrière tout ça, il avait besoin d'un bouc émissaire et Lucas était la cible la plus facile. Les vrais criminels sont ceux qui se cachent dans l'ombre, s'assurant que personne ne puisse les toucher. Daniel passa une main sur son visage, fixant les piles de papier devant lui. « Nous avons besoin de plus que ça. Le juge ne va pas se récuser à moins que nous ayons des preuves irréfutables. Si nous rendons public ce que nous avons maintenant, ils le rejetteront comme une spéculation. » Ethan hésita. « J'ai peut-être une autre piste. » Daniel s'assit en avant. « Je t'écoute. » « Il y a un homme, Victor Langlais, ancien expert comptable judiciaire. Il a travaillé pour le comité de surveillance financière de l'État, mais a été renvoyé il y a 2 ans dans des circonstances mystérieuses. » Qu'est-ce qu'il sait? C'est le problème. Personne n'a eu de ses nouvelles depuis des mois. Sa dernière adresse connue était une ancienne propriété en location dans le Queens, mais il a disparu juste au moment où Lucas a été arrêté. Daniel fronça les sourcils. Tu penses qu'il a été réduit au silence? S'il avait la preuve de ce qui s'est réellement passé, alors oui. Ethan expira. Je peux creuser plus loin, mais j'ai besoin de temps. L'esprit de Daniel s'emballa. Ils étaient rien sur la bonne voie, mais chaque pas en avant les mettait encore plus en danger. Trouvez-le, dit-il, peu importe ce qu'il en coûte. Après avoir mis fin à l'appel, il se pencha en arrière sur sa chaise, les yeux fixés sur le plafond. C'était plus grand que ce qu'il avait imaginé. Le dossier de l'accusation était une forteresse, mais maintenant il avait trouvé la première fissure dans les fondations. À ce moment-là, un bruit à l'extérieur de son bureau le fit se figer. Un léger bruit de pas, à peine audible sous la pluie. Il se leva lentement, le cœur battant, tandis qu'il s'approchait de la porte. Il tendit la main vers la poignée, hésita, puis l'ouvrit brusquement. Le couloir était vide, mais à ses pieds se trouvait une enveloppe en papier Kraft. Son pouls s'accéléra lorsqu'il se pencha pour la ramasser. Il n'y avait pas de nom, pas d'adresse de retour, juste une simple feuille de papier à l'intérieur. Elle contenait 4 mots. Arrêtez de creuser, ou sinon. Un frisson lui parcourut le dos. Il retourna dans son bureau, verrouillant la porte derrière lui. Il avait été prévenu. Mais s'il pensait qu'une menace le ferait reculer, ils avaient gravement mal calculé. Il sortit son téléphone et rappela Ethan. « Que se passe-t-il maintenant » demanda Ethan. « Ils savent que nous nous rapprochons, dit Daniel, et ils ont juste fait une erreur. » Ethan resta silencieux un moment. « Comment tu penses ?»« Parce qu'ils ne me menaceraient pas à moins d'avoir quelque chose à perdre. » Ethan laissa échapper un petit rire sans humour. « Très bien, Carter. Voyons jusqu'où ira ce terrier de lapin. » Daniel raccrocha et jeta un dernier coup d'œil à l'enveloppe avant de la jeter sur son bureau. Il jouait à un jeu dangereux à présent, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Quelque part, la vérité l'attendait, et il la trouverait, quel qu'en soit le prix. L'avertissement arriva à 2h13 du matin. Le téléphone de Daniel Carter vibra sur la table de nuit, son écran projetant une faible lueur dans la pièce sombre. Ses yeux s'ouvrirent en entendant le son, son instinct s'aiguisant déjà. Il tendit la main vers lui, ses doigts se crispant, tandis qu'il lisait le message. « Lâche l'affaire. Éloigne-toi. Pas d'expéditeur. Pas de numéro. Juste un ordre. » Sa respiration ralentit. Une menace calculée, directe et sans équivoque. Son poids pesait sur sa poitrine comme un poids de plomb. Il s'attendait à une résistance, une obstruction, voire une intimidation. Mais c'était différent. C'était personnel. Une seconde plus tard, le bruit aigu et caractéristique d'un verre brisé retentit devant son appartement. Le pouls de Daniel s'accéléra. Il se redressa brusquement, son cœur battant à tout rompre. Sa main trouva instinctivement la batte de baseball qu'il gardait près de la porte. Se déplaçant rapidement, mais silencieusement, il se colla contre le mur de la chambre, à l'écoute. Son appartement était au cœur de la ville, bien au-dessus des rues, mais quelqu'un était entré. Un autre fracas. Le bruit du métal raclant contre le bois. L'adrénaline le submergea. Il serra plus fort la batte, inspirant par le nez, en entrant dans le couloir. Le salon apparut, des papiers jonchèrent le sol, des tiroirs avaient été arrachés de son bureau et renversés. Les portes des placards s'ouvrirent, leur contenu se répandit sur le tapis. Celui qui était entré par effraction n'était pas venu pour voler. Il était venu pour envoyer un message. Il vit alors l'espace vide sur son bureau,
où se trouvèrent ses notes d'enquête quelques heures auparavant. Il eut un pincement au cœur. Les dossiers avaient disparu. Pas seulement des copies numériques, mais les preuves physiques qu'il avait rassemblées. Notes, chronologie, divergences dans les documents de l'accusation. Tout ce qui reliait l'affaire de Lucas Reed à la corruption plus vaste en jeu. Celui qui avait fait ça avait été précis. Il savait exactement quoi prendre. Daniel fit un pas lent en avant, scrutant la pièce. L'intrus avait disparu. Il ne cherchait pas d'objet de valeur. Il s'agissait de contrôle, de s'assurer qu'il comprenait qu'il était surveillé, qu'il était vulnérable. Son téléphone vibra à nouveau dans sa paume. Dernier avertissement. Daniel déglutit difficilement, son esprit s'emballa. Il ne jouait pas seulement à des jeux. Ils s'intensifiaient, et s'ils étaient allés aussi loin, cela signifiait qu'il était plus proche de la vérité qu'il ne le voulait. Le lendemain matin, la tension pesait lourd dans sa poitrine alors qu'il se garait sur le parking de la prison du comté. La pluie ruisselait contre le pare-brise, de minces ruisselaient sur la vitre alors qu'il coupait le moteur. Il savait ce qu'il devait faire, évaluer les dégâts, déterminer ce que Lucas savait et décider de sa prochaine action. Les lumières fluorescentes à l'intérieur de la prison projetaient une lueur crue sur les murs de béton. L'air était épais, d'une odeur d'antiseptique et de café rassis. Un garde en uniforme le conduisit dans le couloir étroit, le bourdonnement lointain des conversations et le cliquetis occasionnel des portes des cellules remplissant l'espace autour de lui. Lorsqu'il vit enfin Lucas, un poids froid s'installa dans son ventre. Lucas s'était assis sur le bord du lit de camp dans sa cellule de détention, les bras enroulés autour de lui. Sa peau habituellement pâle était presque maladive à présent, des cernes sous ses yeux. Ses doigts s'agitaient sans cesse, tapotant contre son genou, tout son corps tendu comme un fil trop tendu. Daniel s'approcha, baissant la voix. « Lucas. » Lucas leva la tête. Au moment où leurs regards se croisèrent, Daniel sut que quelque chose n'allait pas. « Ils m'ont tu, » murmura Lucas, à peine audible. L'emprise de Daniel se resserra sur le dossier dans ses mains. Il força son expression à rester neutre, malgré la colère qui montait dans sa poitrine. « Qui ?» Lucas déglutit difficilement. Sa voix tremblait, sa gorge sèche. « Ils, des hommes en costume, sont venus dans ma cellule la nuit dernière. Ils ont dit aux gardes de partir. » La mâchoire de Daniel se serra. Qu'ont-ils dit ? Lucas jeta un coup d'œil vers la caméra de sécurité montée dans le coin de la pièce, sa paranoïa crue et sans filtre. « Ils savent pour mon père. » Sa voix se brisa. « Ils savent qu'il était malade. » L'estomac de Daniel se tordit. Il savait déjà que le père de Lucas luttait contre une maladie de Parkinson à un stade avancé, confiné dans un établissement de soins qui le maintenait à peine stable. Les factures médicales avaient épuisé toutes les économies que Lucas avait laissées avant son arrestation. Son père était sans défense. Ils ont dit qu'ils pouvaient s'assurer qu'il reçoive le meilleur traitement, continua Lucas. Ou le pire. Le silence s'étendit entre eux. Daniel inspira brusquement. Il ne s'agissait plus seulement de Lucas. Les personnes qui tirèrent les ficelles n'hésitaient pas à menacer des passants innocents. Ils envoyaient un message clair. Jouer le jeu, sinon des gens souffriraient. Lucas serra si fort ses genoux que ses jointures devinrent blanches. « Daniel, si j'accepte la demande, ils ont promis qu'ils s'en sortiraient. Ils ont dit qu'ils s'assureraient qu'il obtienne ce dont il avait besoin. » Sa voix se transforma en un murmure. « Mais si je ne le fais pas ?» Il n'avait pas besoin de finir. Daniel expira lentement, son esprit s'emballant. L'accord de plaidoyer scellerait le sort de Lucas. Il purgerait une peine. Sa réputation serait détruite, son histoire enterrée. Mais s'il se battait, s'il continuait à creuser, les conséquences pourraient être mortelles. Daniel se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure régulier. « Lucas, écoute-moi. Ils veulent que tu aies peur. Ils veulent que tu craques. Parce qu'au moment où tu le fais, la vérité disparaît. » Les yeux de Lucas scintillèrent de doute. « Et s'ils ne bluffèrent pas ?» Daniel serra les poings. C'était le problème. Il ne pensait pas qu'il bluffait. Un garde s'approcha, signalant la fin de leur visite. Daniel se leva, son expression indéchiffrable. « Je vais trouver une solution. »
Lucas leva les yeux vers lui. « Est-ce que j'accepte l'accord » Daniel hésita, puis, finalement, « Pas encore. » Lucas hocha la tête, bien que la peur persistât dans ses yeux. Daniel se tourna pour partir, son esprit préparant déjà la prochaine étape. Ils avaient pris ses notes, menacé la famille de Lucas. Ils pensaient avoir le contrôle. Mais ils venaient de commettre une erreur. Ils l'avaient sous-estimé. Alors que Daniel sortait dans l'air froid du matin, son téléphone vibra à nouveau. Un autre message, un autre avertissement. Mais cette fois, il ne broncha pas. Ce n'était pas fini. De loin pas. Daniel Carter n'avait pas dormi. Le poids de ce qu'il avait découvert pesait sur sa poitrine comme une plaque de fer. Son bureau était un champ de bataille de dossiers ouverts, de notes tachées de café et de stratégies à moitié griffonnées, le tout autour d'une vérité indéniable. Ce procès était truqué. Le message de fin de soirée d'Ethan avait été accablant. Le juge Everett Henshaw et Richard Vance s'étaient rencontrés en privé quelques jours seulement avant l'arrestation de Lucas Reed. Les dossiers financiers qu'Ethan avait déterrés indiquaient une société écran qui avait canalisé de l'argent vers un fonds fiduciaire directement lié à Henshaw. Tout était là. Le chaînon manquant. La preuve qui pourrait révéler la corruption qui infecte la salle d'audience. Maintenant, alors que les premières lueurs de l'aube filtraient à travers les stores de son bureau, Daniel sentit un feu familier s'allumer dans son ventre. Il n'avait qu'une seule chance. S'il pouvait faire destituer Henshaw, il pourrait égaliser les chances. Il saisit la motion de disqualification du juge, la fourra dans sa mallette et se dirigea vers le palais de justice. Le grand hall du palais de justice bourdonnait de journalistes et de fonctionnaires, leurs voix formant une marée murmurante de spéculations. Daniel se déplaçait rapidement, ses chaussures cirées heurtant le sol en marbre. Sa cible était le bureau du greffier. Il devait déposer la motion avant que Henshaw ne puisse manipuler le processus. Mais alors qu'il tournait un coin, un mur d'officiers en uniforme lui barrait la route. « Daniel Carter ?» Un officier aux larges épaules et au regard d'acier s'avança, brandissant un badge. Daniel ralentit le pas, l'instinct lui serrant l'estomac. « Oui ?»« Vous êtes en état d'arrestation pour falsification de preuves. » Les mots frappèrent comme un coup de tonnerre. « Pourquoi ? Des mains où je peux les voir. » Daniel eut à peine le temps de réagir qu'un autre officier lui saisit le poignet et le tordit dans le dos. De l'acier froid se referma sur sa peau, tandis que les menottes se bloquaient en place. Des halètements se firent entendre dans le couloir. Les appareils photos clignotèrent. Les journalistes se précipitèrent comme une vague s'écrasant contre le rivage. « C'est un piège !» La voix de Daniel coupa court à la frénésie grandissante. « Qui a ordonné ça ?» Les officiers ne répondirent pas. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils le savaient déjà. Alors qu'ils le traînaient dans le palais de justice, la tempête médiatique s'intensifiait. Les gros titres se formaient déjà dans l'esprit des journalistes impatients. Un avocat de la défense pris pour complot criminel. L'arrestation stupéfiante de Daniel Carter. Ce n'était pas seulement une embuscade judiciaire, c'était une exécution publique. Quelqu'un voulait qu'il soit définitivement hors de portée. Quand Ethan a obtenu sa libération sous caution quelques heures plus tard, le mal était fait. Daniel était assis dans la voiture d'Ethan, garée sur un terrain vague à la périphérie de la ville. La pluie tambourinait sans relâche contre le pare-brise, reflétant la tempête en lui. « Tu es radioactif maintenant », dit Ethan d'un ton grave, agrippant le volant. « Ils se sont joués de toi. » Daniel expira, ses mains se serrant en poing. Il aurait dû voir ça venir. Ils avaient eu 2 longueurs d'avance depuis le début. « Et il y a plus ?» La voix d'Ethan s'assombrit. « Lucas a été placé en isolement ce matin. Pas de visiteurs, pas de contact. Il le coupe complètement de toi. » Le pouls de Daniel s'accéléra. « Il le brise. » Ethan hocha la tête. « Ils veulent qu'il accepte l'accord de plaidoyer. Et s'il ne le fait pas, ils s'assureront qu'il ne parle plus jamais. » Le silence s'installa entre eux, lourd de peur inexprimée. Daniel fixait les lumières floues de la ville à travers la vitre striée de pluie. Sa carrière, sa réputation, rien de tout cela n'avait d'importance si Lucas était enterré sous cette corruption. « J'ai besoin de le voir, » dit finalement Daniel. « Ils ne peuvent pas m'empêcher de voir mon propre client. »« Ils le feront, » dit Ethan. «
Et si tu insistes trop, ils t'enterreront ensuite. » La mâchoire de Daniel se serra. « Alors, on change de jeu. » Sous le couvert de l'obscurité, Daniel arriva à la prison du comté, une capuche baissée sur son visage. Ethan avait fait appel à une faveur, un ancien contact à l'intérieur qui pouvait obtenir 10 minutes de Daniel avec Lucas. Ce n'était pas légal. Ce n'était pas sûr. Mais rien de ce qui se passait dans cette affaire ne l'était. À l'intérieur, l'air était chargé d'une odeur de sueur et de métal. Un garde le conduisit dans un couloir faiblement éclairé, l'écho de leurs pas rebondissant sur les murs de béton. Lorsqu'ils atteignirent la porte de l'isolement, le garde hésita. 5 minutes. Pas plus. Daniel hocha la tête et se glissa à l'intérieur. Lucas s'assit sur le bord d'un lit de camp, son corps plus petit, plus faible qu'avant. Son visage était pâle, ses doigts tremblaient contre son genou. Lorsqu'il leva les yeux, ses yeux étaient creux. « Ils m'ont eu », murmura Lucas. Daniel s'approcha, s'agenouillant à côté de lui. « Qui ?» Lucas déglutit difficilement. « Des hommes en costume. Ils sont venus hier soir. Ils ont dit que si je n'acceptais pas leur plaidoyer, mon père ne passerait pas la semaine. » Daniel sentit la glace lui inonder les veines. « Ils ont menacé ton père ?» Lucas hocha la tête. « Ils savent qu'il est malade. Ils ont dit qu'ils pouvaient s'assurer qu'il reçoive le meilleur traitement, ou le pire. » Daniel serra les poings. L'ennemi n'essayait pas seulement de briser Lucas, il visait sa famille. Il ne respectait pas la loi. Il jouait en dehors de la loi. « Tu ne peux pas accepter l'accord, Lucas, » insista Daniel à voix basse. « C'est exactement ce qu'ils veulent. » Lucas leva les yeux remplis de désespoir. « Et s'ils le pensent vraiment ?» Sa voix se brisa. « Et s'ils lui font vraiment quelque chose ?» Daniel n'avait pas de réponse. Parce qu'au fond, il savait que ce n'étaient pas des menaces en l'air. C'étaient des promesses. Une sonnerie retentit. Le garde ouvrit la porte, faisant signe à Daniel de partir. En sortant, l'esprit de Daniel s'emballa. Il avait essayé de jouer selon les règles, mais les règles avaient déjà été réécrites. S'il voulait gagner, il devait arrêter de réagir. Il devait frapper en premier. Cette nuit-là, Daniel et Ethan étaient assis dans l'arrière-bureau faiblement éclairé d'un restaurant fermé, l'un des endroits sûrs d'Ethan. Une seule ampoule au-dessus d'eux clignotait, projetant de longues ombres à travers la pièce. « Nous devons riposter, » dit Daniel. Fort. Ethan hocha la tête. « Nous avons toujours les documents financiers reliant Henshaw à Vance. Mais ce n'est pas suffisant pour le libérer de l'affaire. » Daniel se pencha en avant. « Alors nous allons plus loin. Nous divulguons l'affaire. » Les sourcils d'Ethan se levèrent. « Tu veux rendre l'affaire publique ?» La voix de Daniel était ferme. « Pas seulement publique. Nous allumons un incendie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Si Henshaw et Vance sont exposés, ils se retourneront l'un contre l'autre. Et une fois que cela se produira, tout s'effondre, termina Ethan, un sourire lent se répandant sur son visage. Risqué, mais nécessaire. Ethan expira, puis hocha la tête. Très bien, brûlons-le. Tandis que Daniel regardait les dossiers devant lui, il réalisa une chose. Le système était conçu pour écraser des hommes comme Lucas Reed, mais cette fois, il avait sous-estimé le mauvais homme. Et Daniel Carter était sur le point de leur montrer à quoi ressemblait un vrai combat. La forêt s'épaississait, tandis que Daniel Carter manœuvrait sa voiture sur la route sinueuse et non pavée. Les phares traversaient le brouillard dense qui glissait entre les pins imposants, projetant des ombres fantomatiques sur le chemin de terre. Plus il avançait, plus la civilisation lui semblait lointaine. Le service cellulaire avait disparu depuis des kilomètres, ne laissant que le bourdonnement régulier du moteur et le bruissement de créatures invisibles dans les sous-bois. Il vérifia l'horloge de son tableau de bord. 23h47. Il avait fallu plus de temps que prévu pour trouver la cachette de Thomas Gray, nichée au fond des bois comme un secret que le monde avait depuis longtemps oublié. L'homme lui-même était devenu une sorte de fantôme, un procureur déchu dont le nom n'était prononcé qu'à voix basse parmi ceux qui connaissaient la vérité. Mais Daniel n'avait pas le choix. Il n'avait plus de temps, plus de moyens, et était dangereusement proche de tout perdre.
Il s'arrêta devant une cabane isolée dont l'extérieur avait été patiné et noirci par des années d'exposition aux éléments. Une seule lanterne brûlait faiblement sur le porche, projetant une lumière vacillante sur le bois mouillé par la pluie. Les fenêtres étaient fermées hermétiquement, les rideaux tirés, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Daniel sortit de la voiture, sentant la morsure froide de l'air nocturne sur sa peau. Ses pas craquèrent contre le gravier humide alors qu'il s'approchait de la porte. Il hésita une seconde avant de frapper, ses jointures frappant violemment contre le bois lourd. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence, puis un léger bruissement à l'intérieur, le clic métallique d'un pistolet armé. Daniel se raidit. « Gray, c'est moi !» appela-t-il. « Daniel Carter !» Une autre longue pause. Puis, la porte grinça juste assez pour révéler une paire d'yeux bleus perçants qui scrutèrent dans l'obscurité. Ils l'étudièrent un instant avant que la porte ne s'ouvre plus largement, révélant Thomas Gray. Gray ressemblait à un homme qui avait vécu sans vie depuis sa dernière apparition publique. Ses cheveux, autrefois soigneusement peignés, étaient striés d'argent, sa barbe rude et négligée. Il portait une vieille chemise en flanelle sur un sous-vêtement délavé, son jean déchiré aux genoux. Mais ses yeux perçants et analytiques, n'avaient pas changé d'un iota. « Tu dois être désespéré, » marmonna Gray, s'écartant pour laisser entrer Daniel. « Entre avant que quelqu'un ne te voie. » Daniel entra, son regard parcourant la pièce. L'appartement était peu meublé, encombré uniquement de piles de vieux journaux, de dossiers épars et d'une seule bouteille de whisky posée sur la table en bois. L'air sentait le café brûlé et la poussière. Gray ferma la porte et la verrouilla derrière lui. « Alors, dit-il en croisant les bras, dans quelle folie t'es-tu traîné cette fois-ci » Daniel expira brusquement. « J'ai besoin de preuves que le gouverneur est lié à l'affaire de Lucas Reed. » Gray laissa échapper un petit rire sec et secoua la tête. « Vous ne demandez pas de preuves. Vous demandez une guerre. Je n'ai pas le choix. Ils accusent un innocent. L'accusation a fabriqué des preuves. Le juge est dans leur poche. Et si je ne trouve rien de solide, Lucas Reed passera le reste de sa vie en prison, ou pire. » Gray l'étudia attentivement, puis se dirigea vers un petit placard dans le coin de la pièce. Il sortit 2 verres et versa du whisky dans chacun. Il en fit glisser un sur la table vers Daniel avant de prendre une gorgée du sien. « Tu te rends compte à qui tu vas te mesurer ? Le gouverneur, Malcolm Cross, la justice, ils ne perdent pas. Si tu essaies de les dénoncer, ils s'assureront que tu disparaisses. » Daniel se pencha en avant, la voix ferme. « Alors je dois m'assurer qu'il n'ait pas cette chance. » Gray soupira et se frotta les tempes. Pendant un moment, il sembla qu'il allait refuser. Puis, il se leva brusquement et marcha vers un coffre-fort rouillé boulonné au sol. Il s'agenouilla, tourna le cadran avec une facilité éprouvée avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une seule clé USB, sa surface rayée et usée par des années de manipulation. Il la tint entre ses doigts. Cela contient tout ce qu'ils ne veulent pas que le monde voie, des comptes offshore, des relevés de corruption, des transcriptions téléphoniques. Le gouverneur, Vance et la moitié des personnes qui tirent les ficelles dans votre affaire sont là-dedans. Daniel tendit la main vers elle, mais Gray la retira. « Une fois que tu auras pris ça, tu ne pourras plus revenir en arrière, » prévint Gray. « Il ne s'agit plus seulement de Lucas Reed. Il s'agit de tous ceux qui ont essayé de leur tenir tête. Tu les exposes et ils viendront te chercher. Et quand ils le feront, ils ne te ruineront pas seulement. Ils t'enterreront. » Daniel croisa son regard sans hésitation. « Je me fiche de ce qui m'arrive, mais je ne les laisserai pas gagner. » Pendant un moment, Gray sembla presque impressionné. Puis, avec un hochement de tête résigné, il lui tendit la clé. « Alors, j'espère que tu es prêt à brûler ta vie pour ça. Parce qu'une fois que ça se sait, la seule façon de s'en sortir est de passer. » Daniel prit la clé, sentant le poids de celle-ci dans sa paume. « Pourquoi me la donner ?» L'expression de Gray s'assombrit. « Parce que j'ai essayé de les combattre une fois, et j'ai perdu. Mais peut-être, juste peut-être, tu ne le feras pas. » Un bruit soudain à l'extérieur les fit tous les deux se figer. Le son inimitable des pneus qui craquèrent sur le gravier. Gray jura à voix basse et attrapa un pistolet sous la table. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers un éclat dans les rideaux. Sa prise sur le pistolet se resserra. « Tu as été suivi ?» L'estomac de Daniel se noua. « Es-tu sûr ?» Gray hocha la tête d'un air sombre. « Un SUV noir, plaque gouvernementale. Ils nous ont trouvés. » Une seconde plus tard,
Le faisceau d'une lampe de poche balaya les arbres, illuminant le porche de la cabane. Une voix s'éleva dans l'obscurité. « Thomas Gray, nous savons que tu es là-dedans. Sors avec tes mains, là où on peut les voir. » Gray se tourna vers Daniel, l'air dur. « Ils ne sont pas là pour négocier. Nous devons bouger, maintenant. » Daniel rangea la clé USB tandis que Gray se dirigeait vers la porte arrière. Les quelques secondes suivantes passèrent dans un flou. La porte d'entrée explosa vers l'intérieur alors que des hommes armés faisaient irruption à l'intérieur. Gray tira un coup de feu, les forçant à se mettre à couvert, avant d'attraper Daniel par le bras et de le pousser vers la sortie arrière. Daniel s'élança dans les bois, les cris de ses poursuivants résonnant derrière lui. Il ne se retourna pas. L'air matinal était chargé d'impatience, tandis que Daniel Carter se dirigeait vers les marches du palais de justice, le poids de sa mallette lui paraissant plus lourd que d'habitude. Une énergie agitée bourdonnait dans sa poitrine, le genre d'énergie qui ne survenait que lorsqu'une bataille était sur le point de commencer. Il avait déjà été dans des situations difficiles, mais là, c'était autre chose. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Les colonnes imposantes du palais de justice se dressaient devant lui, froides et indifférentes. Des manifestants bordèrent les marches, leur voix un mélange de colère et d'espoir. Ils brandissaient des pancartes condamnant la corruption, réclamant justice, exigeant des démissions. Le scandale avait éclaté pendant la nuit comme un raz-de-marée, balayant la ville avec une force implacable. Les présentateurs des journaux télévisés disséquaient chaque détail des documents financiers divulgués, leurs visages pâles de choc alors qu'ils parlèrent des pots de vin, des comptes offshore, du juge qui avait transformé la loi en arme au service des puissants. Daniel avait fait son coup, et maintenant les pièces étaient en mouvement. Mais il savait aussi que ce n'était pas un échec, et mat, pas encore. Le juge Henshaw n'était pas du genre à reculer. C'était un homme qui jouait sur le long terme, qui aimait le contrôle. Et à cet instant, son contrôle lui échappait. Daniel se fraya un chemin à travers la foule, ignorant les journalistes qui crièrent son nom, et entra par les grandes portes du palais de justice. À l'intérieur, la tension était étouffante. Les fonctionnaires du tribunal chuchotèrent derrière leur bureau, échangeant des regards emplis d'énergie nerveuse. La greffière à l'accueil hésita avant de lui remettre le dossier du procès, ses doigts tremblant légèrement. « Vous devriez peut-être faire attention à vos arrières, monsieur Carter, » murmura-t-elle à voix basse, en remuant à peine les lèvres. Daniel lui lança un regard fixe. « Je le fais toujours. » Il continua vers la salle d'audience, l'esprit déjà en ébullition. Si Henshaw présidait toujours l'affaire, le procès allait être tout sauf équitable. Le juge avait été acculé, certes, mais un homme comme lui, blessé, exposé, était à son plus haut point dangereux. Il trouverait un moyen de renverser la situation, et Daniel devait être prêt. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, révélant la mer familière de costumes sombres, de bancs en bois et la lourde odeur de chêne poli. À la table de l'accusation, Malcolm Cross était assis d'un air suffisant, ses doigts tambourinant contre sa mallette. Si les récentes révélations l'avaient ébranlé, il ne le montrait pas. Il était aussi vif que jamais, son costume sur mesure impeccable, son expression amusée et silencieuse. Le juge Everett Henshaw était assis haut sur le banc, son expression gravée dans la pierre. Il n'y avait aucun signe de malaise, aucun signe de perte de contrôle. Au lieu de cela, il regardait Daniel entrer avec un regard presque amusé, comme s'il le mettait au défi de faire une erreur. Daniel s'assit à côté de Lucas Reed, qui semblait plus épuisé que jamais. La nuit précédente avait été brutale. Lucas avait à peine dormi, tourmenté par les menaces contre son père. Mais maintenant, il était assis, raide, les yeux brillants de quelque chose que Daniel n'avait jamais vu auparavant, la détermination. Lorsque la cour fut convoquée, Henshaw ne perdit pas de temps. « Avant de continuer, » annonça le juge d'une voix douce et mesurée, « je veux aborder les soi-disant preuves qui ont été diffusées de manière imprudente dans les médias. C'est une tentative honteuse de saper ce tribunal et ce procès. Je ne tolérerai aucune autre perturbation. » Daniel resta silencieux, la mâchoire serrée. Il s'y attendait. « C'est pourquoi, » continua Henshaw, son regard froid fixé sur Daniel, « je lance un avertissement. Encore une fois, monsieur Carter, et vous serez jugé pour outrage. » Un murmure parcourut la salle d'audience. La menace était claire.
Daniel croisa le regard du juge sans sourciller. « C'est noté votre honneur. » Henshaw eut un sourire narquois. « Bien, maintenant, passons à autre chose. » Le procès reprit, et l'accusation ne perdit pas de temps à appeler son témoin vedette, Richard Vance, l'enquêteur financier de l'État et l'homme dont le témoignage était crucial pour l'affaire contre Lucas Reed. Vance monta à la barre avec son air de confiance habituel, mais Daniel remarqua la tension subtile dans ses épaules, la façon dont il ajustait sa cravate une fois de trop. Il était nerveux. Bien. Malcolm Cross se leva de sa chaise et se dirigea vers la barre des témoins avec une aisance éprouvée. « Monsieur Vance, commença-t-il, sa voix douce comme de la soie, pouvez-vous confirmer à ce tribunal que vous avez personnellement examiné les documents financiers reliant M. Reed aux fonds gouvernementaux disparus? » « Oui, » répondit fermement Vance. « J'ai mené une analyse approfondie et trouvé des preuves évidentes de détournement de fonds. » Cross se tourna et jeta un coup d'œil au jury. « Et selon votre avis professionnel, ces preuves étaient-elles concluantes? » « Absolument. » Cross hocha la tête avec satisfaction. « Pas d'autres questions. » Daniel se leva, boutonnant sa veste de costume en s'approchant de la barre. Il posa 2 feuilles de papier sur le bureau devant Vance. « Monsieur Vance, ce sont les documents financiers que vous avez examinés, n'est-ce pas ?» Vance jeta un coup d'œil aux documents et hocha la tête. « Oui. » Daniel prit un autre document. « Et ceci, continua-t-il, est le document financier original des archives officielles de l'État. » Il le posa à côté du premier. « Pourriez-vous m'expliquer pourquoi ces 2 documents contiennent des numéros de comptes différents ?» Un murmure se répandit dans la salle d'audience. Vance se déplaça mal à l'aise. « Il doit y avoir une erreur. » Daniel se pencha légèrement. « Ou peut-être que quelqu'un les a modifiés. » Cross se leva brusquement. « Objection !» La voix de Henshaw craqua comme un fouet. « Soutenu ! Le jury ne tiendra pas compte de cette accusation. » Mais Daniel n'avait pas fini. Il se tourna vers Vance. « Avez-vous rencontré le juge Henshaw avant ce procès ?» Vance pâlit. « Je ne m'en souviens pas. » Daniel hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Bien sûr que non. La tension dans la salle était à son comble. Le jury observait Vance de près, ses certitudes ébranlées. Daniel recula, son argument établi. Il retourna à son siège, sachant que le doute avait été semé. Puis vint le moment final, le témoignage de Lucas. Lucas hésita en s'approchant de la barre. Ses mains tremblaient, tandis qu'il ajustait ses lunettes, sa gorge se soulevait, alors qu'il avalait difficilement. Il regarda la mer de visages, certains compatissants, d'autres déjà convaincus de sa culpabilité. Daniel se pencha en avant. « Tu as combattu jusqu'ici. Ne les laisse pas voler ta voix maintenant. » Lucas expira, agrippant fermement la barre. « Je n'ai pas volé cet argent, dit-il, sa voix brisée mais ferme. J'ai trouvé la preuve. Et il voulait que je parte. » Chaque mot était une bataille, mais chaque syllabe atterrissait comme un marteau. Le jury l'observait, l'écoutait. Et pour la première fois, ils ne virent pas un criminel, mais un homme qui se battait pour être entendu. La situation était en train de changer. Mais Daniel savait qu'avant la fin, ses ennemis feraient un dernier geste. Et il devait être prêt. La salle d'audience était silencieuse. Le genre de silence qui portait le poids d'innombrables émotions, de la peur, de l'anticipation et du jugement tacite. Le bourdonnement des ventilateurs de plafond au-dessus était le seul son, faible mais persistant, comme le tic-tac d'une horloge comptant à rebours jusqu'à une inévitable explosion. Lucas Reed se tenait à la barre des témoins, une silhouette solitaire illuminée par l'éclairage intense du plafond. Ses mains agrippèrent si fort le bord de la barre que ses jointures brillaient de blanc, comme s'il s'accrochait à sa vie. La peur dans ses yeux était indéniable, une vulnérabilité qui rendait l'air plus lourd. Pourtant, sous cette peur se cachait une détermination qu'aucune intimidation ne pouvait effacer. Il déglutit difficilement, sa gorge se serrant visiblement. Quand il parla enfin, sa voix était instable, tremblante sous le poids de son bégaiement. « J'ai découvert les comptes, » commença-t-il, ses mots guindés mais délibérés. Le bégaiement avait peut-être fait vaciller son discours, mais la conviction derrière chaque syllabe frappait la salle avec une force palpable. Au début, j'ai cru que c'était une erreur, mais quand j'ai essayé de le signaler,
Ils m'ont fait taire. Les yeux du jury étaient fixés sur lui. Quelques membres se penchèrent en avant, leurs expressions s'adoucissant lorsqu'ils reconnurent la sincérité brute dans ses paroles. D'autres gardaient des masques stoïques, leurs doutes visibles mais s'érodant lentement sous le poids du témoignage de Lucas. À la table de la défense, Daniel Carter était assis, les mains jointes, ses yeux sombres fixés sur Lucas. Il souhaitait silencieusement qu'il continue, qu'il dépasse la peur et dise la vérité qui pourrait les sauver tous les deux. Lucas respira avec difficulté, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors qu'il luttait pour se stabiliser. « Je suis allé voir mes supérieurs, » dit-il, la voix brisée. « Ils ont dit que je m'étais trompé, mais je savais ce que j'avais vu. » Sa prise sur le stand se resserra. « Ils sont venus me chercher après ça. »« La police ? Ils m'ont arrêté. » Un murmure se répandit dans la salle d'audience, rapidement réduit au silence par le coup sec du marteau du juge Henshaw. L'expression du juge était un mélange d'irritation et de dédain. Ses yeux froids se plissèrent alors qu'il se penchait en avant, sa voix dégoulinant de scepticisme. « Monsieur Reed, si vous vous attendez à ce que ce tribunal croie qu'une branche entière du gouvernement a conspiré contre vous, vous devrez fournir quelque chose de plus que vos divagations nerveuses. » Les mots coupèrent l'air comme une lame. Lucas tressaillit visiblement, son visage pâlissant alors qu'il reculait sous le coup verbal. Daniel fut debout en un instant. « Objection !» dit-il, sa voix aigre et inébranlable. « Le témoin est harcelé par le tribunal lui-même. » Le juge Henshaw agite une main dédaigneuse, son expression se durcissant. « Décision annulée. Poursuivez. » Les épaules de Lucas s'affaissèrent, mais il ne recula pas. Il prit une autre inspiration, ses doigts tremblants alors qu'il agrippait la barre. « Je n'ai pas volé cet argent, » dit-il, sa voix ferme malgré le bégaiement. « J'ai trouvé qui a fait. » Et il... Bang! Le bruit soudain fit sursauter tout le monde. Une pile de papier s'écrasa sur la table de l'accusation avec une force qui résonna dans la salle d'audience. Malcolm Cross se tenait derrière la table, son sourire narquois, une image de triomphe suffisant. Il ajusta sa cravate avant de s'adresser au tribunal, sa voix tranchant la tension comme un couteau. « Votre honneur, avant que nous perdions plus de temps sur cette mascarade, j'ai de nouvelles preuves à présenter au tribunal, » annonça-t-il, tenant un épais dossier. « Des preuves qui exposent le véritable rôle de M. Carter dans cette affaire. » Les sourcils de Daniel se froncèrent alors qu'il se levait. « Qu'est-ce que c'est » Cross l'ignora, se tournant vers le jury avec un air de confiance éprouvée. Des relevés bancaires, des correspondances électroniques et le témoignage d'un informateur confidentiel, dit-il, sa voix s'élevant à chaque point. Tout cela prouve que Daniel Carter lui-même a reçu de grosses sommes d'argent, des pots de vin pour aider à dissimuler les crimes de Lucas Reed. La salle d'audience explosa dans le chaos. Des halètements, des chuchotements et des murmures emplirent l'air, une cacophonie d'incrédulité et de spéculation. Daniel sentit son pouls s'accélérer. Le poids de l'accusation pesait sur lui comme un étau. Il se leva d'un bond, sa voix coupant le bruit. « C'est un mensonge !» Cross se tourna vers lui, son sourire narquois s'élargissant. « Alors comment expliquez-vous l'argent transféré sur votre compte il y a seulement 2 mois ?» demanda-t-il, brandissant un document. « Un dépôt direct d'une source liée aux mêmes comptes offshore sur lesquels Lucas Reed enquêtait ?» Daniel serra les mâchoires. Il n'avait reçu aucun dépôt de ce type. C'était une fabrication, une tentative délibérée de détruire sa crédibilité. Mais le jury ne le savait pas. Tout ce qu'il voyait, c'était une accusation accablante appuyée par des preuves apparemment irréfutables. Cross se retourna vers le jury, sa voix dégoulinant d'une sincérité feinte. « Vous pensez que c'est une coïncidence ?» demanda-t-il, faisant des gestes dramatiques. « Monsieur Carter vous a raconté une histoire de corruption, alors qu'en réalité, c'est lui qui a quelque chose à cacher. » Les yeux du jury se tournèrent avec inquiétude entre Daniel et Cross. La tension dans la pièce était étouffante, l'air chargé de suspicion et de doute. Le juge Henshaw frappa de son marteau, appelant à l'ordre, mais le mal était déjà fait. La graine du doute avait été plantée et se répandait comme une traînée de poudre. Daniel expira lentement, son esprit s'emballant.
Cross l'avait déjoué, l'aveuglant avec des preuves fabriquées qu'il ne pouvait pas immédiatement réfuter. Mais il n'était pas encore hors de combat. Si Cross voulait une bataille finale, Daniel lui en donnerait une. Daniel arpentait l'arrière-bureau faiblement éclairé de l'appartement d'Ethan, ses pas traçant des cercles agités sur le parquet éraflé. La faible lueur d'une lampe de bureau éclairait la pièce exiguë, projetant de longues ombres qui dansaient sur le papier peint qui s'écaillait. Dehors, les bruits étouffés de la ville produisaient un bourdonnement constant, un contraste frappant avec le silence étouffant qui remplissait l'espace à l'intérieur. Les doigts de Daniel pressaient fort contre ses tempes, comme si la pression physique pouvait d'une manière ou d'une autre soulager le mal de tête lancinant provoqué par les révélations de la soirée. Ethan se tenait de l'autre côté de la pièce, adossé à une table en bois usé. Ses jointures étaient blanches, alors qu'il tenait son téléphone, son visage pâle, un masque austère de tension et d'incrédulité. Ses yeux, habituellement perçants, semblèrent flous, allant et venant, comme s'il essayait de donner un sens à quelque chose d'incompréhensible. « On s'est fait avoir », dit finalement Ethan, sa voix basse et lourde, comme un grondement de tonnerre lointain avant un orage. Daniel se figea à mi-chemin, se tournant brusquement vers lui. « Quoi ?» demanda-t-il, sa voix teintée à la fois d'incrédulité et de colère. Les lèvres d'Ethan se pressèrent en une fine ligne. Il hésita, ses doigts tressaillant nerveusement autour du téléphone avant de croiser le regard de Daniel. « Gray nous a trahis », dit-il catégoriquement. Les mots frappèrent Daniel comme un coup physique, lui coupant le souffle. Pendant un moment, il ne put parler, son esprit s'empressant de traiter ce qu'il venait d'entendre. « De quoi tu parles ?» demanda-t-il, son ton plus tranchant maintenant, teinté d'un début de fureur. « Il travaillait avec eux tout le temps, » répondit Ethan. Sa voix devint plus ferme, bien que le dégoût fût indubitable. Gray a conclu un accord avec le gouverneur. En échange de la réhabilitation de son nom, il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin pour démanteler notre affaire. Il nous a nourris juste assez pour nous permettre de continuer à nous battre, puis leur a donné l'occasion parfaite de vous abattre. L'estomac de Daniel se retourna, un cocktail nauséabond de trahison et de rage. Sa mâchoire se serra, ses mains se recroquevillèrent en poing à ses côtés. Donc tout le temps, c'était un agent double, termina amèrement Ethan. Pendant un moment, la pièce fut silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement de la ville au-delà. L'esprit de Daniel s'emballa, rejouant chaque interaction avec Thomas Gray, chaque promesse murmurée et chaque stratégie partagée. Le poids de la trahison s'installa sur sa poitrine, suffocant. La voix d'Ethan coupa la brume. Mais j'ai obtenu quelque chose, avant qu'il ne puisse l'enterrer. Daniel releva brusquement la tête. « Que veux-tu dire » Ethan s'avança et posa son téléphone sur la table entre eux. Ses mouvements étaient délibérés, presque respectueux, comme si l'appareil détenait la clé de leur salut. D'un geste du doigt, il ouvrit un fichier audio et appuya sur lecture. Une voix crépita dans le haut-parleur, granuleuse mais indubitable. Le problème Carter a été réglé. Je leur ai donné la fausse trace écrite. Il ne s'en remettra pas. Daniel eut le souffle coupé. Il reconnut immédiatement la voix. Thomas Gray. Puis une deuxième voix se fit entendre, plus grave, délibérée, chaque mot dégoulinant d'une autorité froide. Bien. Une fois le procès terminé, débarrassez-vous de lui. Pas de détails à régler. Le sang de Daniel se glaça. Il n'eut pas besoin de demander à qui appartenait cette voix. Celle du gouverneur. L'enregistrement se termina, laissant la pièce dans un silence oppressant. Daniel fixa le téléphone, l'esprit en ébullition. La trahison avait été totale, mais maintenant leur preuve l'était aussi. C'était la preuve dont ils avaient besoin, la vérité indéniable qui pourrait révéler la pourriture au cœur du système. Ethan expira lentement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. C'est ça, la preuve. Les mains de Daniel tremblaient alors qu'il décrochait le téléphone. Le poids de l'appareil semblait amplifié, comme s'il portait tout le poids de leur combat. « Mais je ne peux pas présenter ça au tribunal », dit-il, la voix lourde de frustration. « C'était enregistré illégalement. Si j'essaie, le juge le fera rejeter en un instant. » Ethan hocha la tête d'un air sombre. « Alors, qu'est-ce qu'on fait »
Daniel retourna le téléphone dans sa paume, son esprit s'emballant. La réponse était là, quelque part, enfouie sous les couches de peur et de doute. Il avait passé toute sa carrière à se battre pour la justice, pour la vérité, pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Il ne pouvait pas laisser cela s'arrêter là. Enfin, il leva les yeux, ses yeux brillants de détermination. Nous nous assurons que le jury l'entende de toute façon. Les sourcils d'Ethan se froncèrent. Comment ? Tu viens de dire. Pas au tribunal, interrompit Daniel. Pas officiellement. Il posa le téléphone sur la table d'un geste délibéré. Mais nous trouverons un moyen. La vérité est là, maintenant, et elle ne retournera pas dans la boîte. Ethan hésita, étudiant le visage de Daniel. Puis, lentement, il hocha la tête. Très bien, allons-y. Les deux hommes se mirent au travail, leurs esprits bouillonnant de possibilités. L'horloge tournait régulièrement, chaque seconde les rapprochant du moment de vérité. Ils connaissèrent les risques, les dangers qui les attendaient. Mais dans une pièce faiblement éclairée, avec la faible lueur de la lampe de bureau éclairant leur visage, ils conclurent un pacte silencieux, se battre pour la justice, quel qu'en soit le prix. La lumière du soleil filtrait à travers les lames étroites des stores du palais de justice, projetant de fines rayures sur le sol de la salle d'audience. Daniel Carter se tenait au centre de tout cela, la table de la défense un pas derrière lui, le poids de tous les yeux de la salle pesant sur lui. Son costume, légèrement froissé par des heures de préparation incessante, lui collait mal à la peau. L'air vibrait d'une énergie qui semblait vivante, un courant palpable d'anticipation mêlé de terreur. Il pouvait sentir le regard du jury, certains curieux, d'autres sceptiques, tous attendant d'entendre ce qu'il avait à dire. Le juge Henshaw planait sur les débats comme une ombre immuable, ses traits tranchants gravés dans la pierre. Son marteau reposait sur le bureau devant lui, une menace silencieuse. « Monsieur Carter » entonna-t-il, sa voix portant l'autorité hachée de quelqu'un qui en avait assez, depuis longtemps, de ce procès. Continuez. Daniel inspira profondément, sa poitrine se gonflant, alors qu'il essayait de trouver les mots justes. « Cette affaire n'a jamais été une affaire de justice, » commença-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une intensité tranquille. « Il s'agit de pouvoir, de ceux qui croient pouvoir façonner la réalité simplement parce qu'ils contrôlent le système, de ceux qui font disparaître des hommes comme Lucas Reed. » Le marteau de Henshaw s'abattit avec un claquement sec. « Monsieur Carter, je ne permettrai pas que des accusations sans fondement soient portées contre l'intégrité de ce tribunal. Avancez prudemment. » Mais la détermination de Daniel était inébranlable. Il fit un pas en avant vers le box des jurés, ses mouvements délibérés, ses yeux rivés sur chaque juré un par un. « L'accusation veut vous faire croire que je suis un criminel, que Lucas Reed est coupable, que nous ne sommes rien d'autre que des menteurs qui tentent d'échapper à la justice. Mais que se passerait-il si je vous disais que les vrais criminels sont ceux qui essaient de nous faire taire ?» Depuis la table de l'accusation, Malcolm Cross sourit, son costume sombre impeccable et son comportement reflétant une confiance calculée. « Des théories de complot sans fondement, » intervint-il, son ton dégoulinant de moquerie. « Comme c'est prévisible. » La salle d'audience murmura, mais Daniel ne faiblit pas. Au lieu de cela, il fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone. Le petit appareil lui semblait une arme dans la main, lourde de la puissance qu'il transportait. Alors écoutons-le directement de la source. Le sourire narquois de Cross faiblit, une lueur de malaise traversant son visage. Daniel appuya sur un bouton, et la salle d'audience tomba dans un silence stupéfait alors que l'enregistrement commençait à jouer. Le son grésillant emplit la salle, chaque mot étant tranchant et indéniable. « Le problème Carter a été réglé », dit la voix familière de Thomas Gray, froide et pragmatique. « Je leur ai donné la fausse trace écrite, il ne s'en remettra pas. » La salle sembla retenir son souffle lorsque la deuxième voix suivit, profonde et délibérée. « Bien. Une fois le procès terminé, débarrassez-vous de lui, pas de détails en suspens. » Des halètements se répercutèrent dans la salle d'audience comme une onde de choc. Même le jury, qui était resté calme tout au long du procès, échangea des regards inquiets. Les yeux de Daniel se dirigèrent vers le banc, où l'expression du juge Henshaw s'était assombrie, sa main se déplaçant instinctivement vers le marteau. « Éteignez ça !» beugla Henshaw,
sa voix mêlant rage et panique. « Cet enregistrement est inadmissible. » Mais le mal était fait. Daniel le vit sur les visages du jury, le doute qui avait été soigneusement implanté se transformant maintenant en suspicion. Il se retourna vers eux, sa voix coupant le chaos. « Ils vous ont dit que j'étais le criminel, que Lucas était un menteur, mais vous venez d'entendre la vérité par vous-même. » Le marteau du juge s'abattit comme un coup de tonnerre. « Le jury ne tiendra pas compte de cet enregistrement. Il ne doit pas être considéré comme une preuve dans cette affaire. Monsieur Carter, vous êtes coupable d'outrage au tribunal. »« Outrage au tribunal pour avoir exposé la vérité ?» répliqua Daniel, la voix s'élevant. « Pour avoir donné à ces personnes la chance de voir la corruption qui se cachait à la vue de tous ?» Le visage de Henshaw devint d'un rouge profond. « Encore un mot et je vous ferai expulser de cette salle d'audience. » Daniel se tut, mais la graine avait été plantée. Il retourna à son siège, le cœur battant alors que la salle d'audience bourdonnait de murmures et de spéculations. À côté de lui, Lucas Reed était assis pâle et tremblant, les mains jointes fermement. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura Lucas, sa voix à peine audible. Daniel se pencha plus près, son ton ferme mais calme. « Maintenant, nous attendons. » Le jury fut escorté dehors pour délibérer, leurs expressions indéchiffrables. Alors que les portes se refermèrent derrière eux, les yeux de Daniel se tournèrent vers Malcolm Cross. Le procureur avait perdu son sang-froid, sa mâchoire serrée, alors qu'il murmurait furieusement à son assistant. La confiance de Cross avait disparu, remplacée par une colère latente qui le faisait paraître plus petit, moins intouchable. Les heures passèrent dans un silence angoissant. La salle d'audience restait tendue, le poids de ce qui s'était passé pesant dans l'air. Les journalistes remplissèrent la galerie, leurs stylos grattant furieusement contre des blocs-notes, leurs appareils photos cliquetant à chaque mouvement. À l'extérieur, les manifestants se rassemblèrent, leur chant faible mais persistant alors qu'ils exigèrent des comptes des institutions mêmes qui les avaient trahis. Finalement, les portes s'ouvrirent et le jury revint. Le président tenait une seule feuille de papier dans ses mains, son expression sombre mais résolue. La salle d'audience redevint silencieuse, chaque souffle retenu dans l'anticipation. Le juge Henshaw s'éclaircit la gorge, la voix tendue. « Jury, avez-vous rendu un verdict ?» Le président hocha la tête, dépliant le papier. « Nous l'avons fait, votre honneur. » Le cœur de Daniel battait fort dans sa poitrine lorsque le président commença à parler. « Dans l'affaire de l'État de New York contre Lucas Reed, nous, le jury, déclarons le défendeur non coupable. » Les mots restèrent suspendus dans l'air pendant un moment, presque surréaliste. Puis une vague d'émotion envahit la salle d'audience. Lucas laissa échapper un halètement étranglé, sa tête tombant dans ses mains alors que le soulagement et l'incrédulité se heurtèrent. Daniel tendit la main, saisissant fermement son épaule. « Nous l'avons fait », murmura Daniel, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en lui. De l'autre côté de la salle, Malcolm Cross se tenait figé, son visage un masque de fureur. Il se tourna vers le juge Henshaw, mais l'expression de ce dernier n'offrait aucun réconfort. Le marteau de Henshaw s'abattit une dernière fois. L'affaire est classée. Alors que la salle d'audience se transformait en bruit, Daniel s'autorisa un bref moment de triomphe. Mais au fond, il savait que cette victoire n'était que le début. Le système qu'ils avaient exposé ne disparaîtrait pas en silence, et les forces qu'ils avaient défiées se regroupèrent déjà, planifiant leur prochaine action. Pour l'instant, cependant, la vérité avait gagné, et c'était suffisant. La salle d'audience était plongée dans un silence oppressant alors que les jurés retournaient à leur place, leurs pas résonnant comme le tintement d'une cloche lointaine. La tension dans l'air était palpable, une chose vivante qui pesait sur tous les présents. Daniel Carter était assis rigidement à la table de la défense, son regard fixé sur le président comme s'il souhaitait les mots qui allaient bientôt suivre. À côté de lui, Lucas Reed tremblait imperceptiblement, ses doigts agrippant le bord de la table avec une force qui faisait blanchir ses jointures. Le juge Henshaw s'éclaircit la gorge, le son résonnant dans la salle. « Jury, avez-vous rendu un verdict ?» Le président, un homme d'une cinquantaine d'années, à l'expression ferme mais indéchiffrable, se leva et déplia le papier dans ses mains. Le bruissement du parchemin semblait assourdissant dans le silence.
Nous l'avons fait, votre honneur. Une inspiration collective parcourut la salle d'audience comme si chaque spectateur avait momentanément oublié comment respirer. Dans l'affaire opposant l'État de New York à Lucas Reed, commença le président, la voix posée, chaque mot pesé. Nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Les mots restèrent suspendus dans l'air, suspendus dans le temps, avant que la salle n'explose dans le chaos. Une vague de halètements et de murmures parcourut la galerie, les journalistes, se bousculant pour relayer le verdict, leurs murmures précipités entrecoupés de cliquetis d'obturateurs d'appareils photo. Les spectateurs échangèrent des regards stupéfaits, et le faible bruit de quelqu'un qui sanglotait pouvait être entendu au milieu du vacarme. Lucas laissa échapper un souffle étranglé, tout son corps s'affaissant comme si le verdict l'avait physiquement libéré. Sa tête tomba dans ses mains, et pendant un moment, il sembla perdu dans l'incrédulité. Daniel posa une main ferme sur l'épaule de Lucas, sa prise ferme mais rassurante. « Vous l'avez fait », murmura Daniel, la voix basse et chargée de soulagement. Lucas leva les yeux cernés de larmes retenues. « Nous l'avons fait », répondit-il, la voix tremblante d'émotion. De l'autre côté de la salle d'audience, Malcolm Cross se tenait figé sur place. Sa mâchoire était si serrée qu'une veine pulsait visiblement sur sa tempe. Il se tourna vers le juge Henshaw, le regard perçant, à la recherche d'une occasion d'intervenir, de sauver la situation. Mais le juge resta simplement assis là, les lèvres pressées en une fine ligne. Pour la première fois, Henshaw semblait impuissant. D'un coup de marteau retentissant, le juge déclara « L'affaire est classée ». Une vague de mouvements s'ensuivit alors que les journalistes s'avançaient, leurs appareils photo clignotant sans cesse, leurs voix se chevauchant dans une cacophonie de questions. Lucas se tenait debout, chancelant, les épaules toujours voûtées, tandis que Daniel le guidait vers la sortie. La salle d'audience, qui quelques instants auparavant avait été un creuset de tension, était maintenant un maelstrom de bruit et de mouvements. Ce soir-là, Daniel se tenait seul dans son appartement, la ville s'étalant devant lui dans un panorama scintillant. La beauté de l'horizon semblait en contradiction avec la tempête qui couvait en lui. Son téléphone bourdonnait sans cesse sur le comptoir, l'écran s'allumant d'appels de journalistes, de collègues et même d'amis qui étaient restés silencieux tout au long de l'épreuve. Il les ignorait tous. La victoire au tribunal semblait creuse. Le système qui avait tant essayé de détruire Lucas avait trébuché, mais il n'était pas tombé. Pas encore. La sonnerie stridente d'une ligne privée interrompit ses pensées. Il jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom d'Ethan. Il décrocha le téléphone et répondit sèchement. « Ethan ?» Il y eut une pause, lourde et menaçante. Quand Ethan parla enfin, sa voix était atténuée. « Thomas Gray est mort !» Les mots frappèrent Daniel comme un coup physique. « Quoi ?» ?»« Ils l'ont trouvé il y a 1 heure, » dit Ethan d'un ton sec. « Son appartement a été saccagé. Officiellement, on parle de suicide. Il s'est tiré une balle dans la tête. » Daniel resserra son emprise sur le téléphone. « Tu ne crois pas ça ?»« Et toi ?» répliqua Ethan, la voix teintée d'amertume. « Des détails en suspens, Daniel. C'est tout ce qu'il était pour eux. Et maintenant, il est parti. » Daniel expira lentement, ses pensées s'emballant. Thomas Gray les avait trahis, les avait vendus pour se protéger. Mais même un homme comme Gray ne méritait pas d'être réduit au silence comme ça. « Et le gouverneur ?» demanda Daniel à voix basse. Le soupir d'Ethan résonna dans la ligne. « L'enregistrement est devenu viral. Le bureau du procureur général a annoncé une enquête. Le juge Henshaw est contraint de prendre une retraite anticipée. Et Cross ?» Il rit sèchement. « Il a démissionné il y a quelques heures. » Daniel s'appuya contre le comptoir, l'esprit en ébullition. Le système avait pris un coup, mais il n'était pas en panne. Pas encore. « Lucas ?» demanda-t-il. « Il est avec son père, » dit Ethan, son ton s'adoucissant. « L'hôpital lui donne enfin les soins dont il a besoin. Il est libre, Daniel. C'est toi qui l'as fait. » Daniel hocha la tête, bien qu'Ethan ne puisse pas le voir. « Ouais. » La ligne resta silencieuse pendant un moment, avant qu'Ethan n'ajoute « Tu vas bien ?» Daniel ne répondit pas immédiatement. Il regarda la ville,
la lueur de ces lumières contrastant fortement avec l'obscurité qu'il ressentait à l'intérieur. « Je le serai, dit-il finalement. Alors que la nuit s'approfondissait, les pensées de Daniel dérivèrent vers les batailles qui l'attendaient. Le gouverneur ne se laisserait pas faire sans se battre. La machine de corruption continuerait de tourner, s'adaptant à ce revers et trouvant de nouvelles façons de s'enraciner. Pour chaque Thomas Gray tombé, il y en aurait un autre qui attendrait de prendre sa place. Mais ce soir, pour la première fois depuis longtemps, il s'autorisa un moment pour respirer. La justice avait prévalu, imparfaite, désordonnée, mais réelle. Et parfois, pensait Daniel, c'était suffisant.